Chers agents généraux, bonjour, bienvenue sur AGA TV, votre télévision qui est consacrée à votre actualité régulièrement, l'actualité de votre métier, l'actualité de votre secteur. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet, une fois n'est pas coutume, d'assurance vie et d'épargne retraite. C'est la fin de l'année et c'est certainement le bon moment, en tout cas traditionnellement, pour traiter de ce type de sujet. L'assurance vie et l'épargne retraite qui continue de progresser dans un marché qui est, on va dire, au moins difficile pour compliqué, mais qui progresse. Mais une question, est-ce que les agents généraux occupent toute la place qu'ils méritent, toute la place qui leur revient? Ce n'est pas si sûr, et nous allons voir pourquoi, et surtout nous allons vous prouver que ce marché vous attend et que vous êtes légitime, comme d'autres réseaux, pour conseiller vos clients dans ce domaine. La retraite et l'épargne longue sont des sujets de préoccupation des Français, ce sont aussi des sujets de préoccupation des pouvoirs publics. Donc nous allons voir comment ne pas passer à côté de ce marché avec nos invités, que je remercie d'être présents sur ce plateau. Je vais commencer par monsieur Philippe Bernardi. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle assurance de personnes de France Assureurs et vous allez porter la parole des assureurs aujourd'hui. Encore une fois, nous vous en remercions. À ses côtés, Benjamin Proux. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vice-président d'AGA et agent général Swiss Life, très ancré dans l'assurance de personnes et dans l'assurance vie. Philippe Chessé, agent général également. Bonjour Philippe. Alors là, complètement spécialisé dans l'épargne retraite et dans l'assurance vie, l'épargne vie, puisque vous êtes agent général AXA Prévoyance et Patrimoine et vous êtes aussi coprésident de la commission des assurances de personnes d'AGA. J'ai oublié de le dire que Benjamin Proux est président, également coprésident de la commission assurance de personnes. Donc vous êtes tous les deux, vous êtes tous présidents. Tout le monde est président. Et j'ai un dernier président. En la présence de Norbert Gautron, qui est donc président de la société d'actuariat conseil Galéa, qui, par définition, traite de sujets techniques et qui intervient beaucoup, notamment chez les agents généraux d'assurance. Bonjour Norbert. Voilà. Alors, sujet assez vaste. Une première question pour France Assureurs, pour Philippe Bernardi. Je disais que le marché se comportait pas trop mal. Alors, dites-nous, redonnez-nous aujourd'hui une situation, dans un contexte difficile. Redonnez-nous aujourd'hui la situation, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Effectivement, comme vous le soulignez, le contexte est quand même compliqué. Incertitude économique, incertitude politique. Et en général, les épargnants n'aiment pas beaucoup les contextes d'incertitude. Cela étant, l'assurance vie, cette année, continue à très bien performé. Il y a eu une année absolument fabuleuse qui était l'année 2021, mais cette année, les indicateurs restent encore excellents puisque, je ne vais pas donner trop de chiffres, mais la collecte en unité de compte, vous savez, c'est la part variable des contrats d'assurance vie, la collecte en unité de compte continue à progresser, elle fait mieux que l'année dernière, donc c'est quand même quelque chose d'important. Et puis la collecte nette, qui entre dans les contrats et moins ce qui en sort, la collecte nette au global reste positive, ce qui est remarquable dans un contexte, encore une fois, économique compliqué. Et ça montre ce qu'on sait tous, c'est que l'assurance vie, ça répond aux attentes des épargnants, y compris dans des contextes compliqués, et ça permet justement de satisfaire à l'ensemble de leurs projets. Beaucoup de liquidités aussi qui étaient sur le marché, qui ont pu s'investir sur l'assurance vie. Oui, c'est vrai, il y a eu ce phénomène. Norbert Gautron en parlera peut-être plus précisément que moi, même si le contexte aujourd'hui recrée une forme de liquidité à cause de l'attentisme, mais une partie de ce qui avait été accumulé pendant la période Covid est sortie, notamment l'année dernière. Oui, on le voit arriver avec bonheur. D'accord. Est-ce qu'on a pu lire que dans l'assurance vie, donc c'est générique, à l'intérieur il y a notamment le contrat d'assurance vie capitalisation traditionnelle, il y a aussi le fameux plan d'épargne retraite qui fête ses 3 ans, qui a priori fonctionne bien, au-delà des espérances du gouvernement. Est-ce que ça a attiré la collecte cette année, spécifiquement ou pas, ou est-ce qu'on peut en distinguer ?
Disons que le PER, oui, il faut le souligner, hein, c'est un succès vraiment considérable. Jusqu'à maintenant, l'épargne retraite représentait un réel besoin. On sait bien qu'il y a besoin de compléter sa retraite par de l'épargne retraite, mais les précédentes formules n'avaient pas marché aussi bien. Là, on a une formule qui vraiment donne des résultats formidables. Le ministère de l'économie et des finances s'en est félicité, parce que c'est aussi il faut le souligner, hein, c'est aussi des formes de placements qui contribuent à financer l'économie, qui contribuent à améliorer la retraite. Et clairement, aujourd'hui, c'est un vecteur de croissance très fort. Hein. Le PER a cru encore maintenant de 27%, donc ce qui est un chiffre vraiment important et significatif. Voilà ce qu'on peut dire sur la dynamique que crée ce produit qui, encore une fois, correspond lui aussi à un vrai besoin. Ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'épargne longue. Donc ça veut dire que les Français n'hésitent pas, entre guillemets, à bloquer jusqu'à l'âge de la retraite, par définition, leur épargne. C'est un peu un changement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Au moins, nos agents généraux, pour commencer, Philippe Chessé. Je dirais que ce qui est déterminant pour les clients, c'est que la retraite, c'est un sujet qui est complètement intégré. La difficulté qu'ils vont avoir après une vie active avec des revenus plus faibles fait que pour moi, la retraite, c'est de la prévoyance. Donc on peut arriver relativement facilement à convaincre les clients de s'engager sur le long terme avec des versements réguliers pour se constituer un bas de laine. Et puis il y a un autre facteur aussi qui a fait sauter le frein psychologique qui existait sur la retraite, c'était la possibilité de sortir en capital qui n'était pas évoquée précédemment, mais la loi Pacte a offert cette possibilité. Alors c'est vrai que ça s'inscrit un peu à l'inverse de notre démarche qui est de vendre de la rente, mais ça concourt au succès du plan. Oui. J'en suis convaincu. Pas le nier non plus. La souplesse de sortie est un facteur déterminant. D'accord. Benjamin ? Oui, on a réellement senti en octobre 2019 une explosion des souscriptions en PER, avec notamment le marché des salariés et salariés cadres, qui étaient assez sensibles et intéressés, mais pas forcément volontaires pour souscrire, puisque le PERP, initialement, avait ce frein de sortie en rente uniquement. Et c'est vrai que là, on a eu une envolée importante, hein, et notamment dans nos réseaux, voilà, et qui ne cesse d'augmenter. On a aussi un autre marché qui commence à se réveiller, ce sont les jeunes. Et là-dessus, je pense que nous, agents généraux, on a toute notre action à mener de sensibilisation. Alors pas forcément de sensibilisation, parce que je pense que les jeunes aujourd'hui ont tous compris que la retraite, ils n'en auraient pas, mais ils commencent réellement à s'en occuper. Donc le PER est vraiment un outil de patrimonial, hein, puisque c'est quand même un outil patrimonial pour justement financer cette retraite. Voilà, donc à nous d'utiliser cet outil pour accompagner nos clients au jour le jour. On le sent chez les jeunes, effectivement. Alors on reviendra après justement sur les réformes des retraites. On va parler des retraites très certainement en France dans les prochaines semaines, en tout cas dans les prochains mois. Donc tout ça n'est pas forcément mauvais pour le plan d'épargne retraite. Norbert Gautron, je disais tout à l'heure que le contexte de marché était un peu difficile. Oui. Même, on a pu parler de assez catastrophique. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Je parle des marchés financiers par rapport aux unités de compte. Alors effectivement, il y a une baisse par rapport au début de l'année, mais est-ce qu'il ne faut pas relativiser tout ça ? Si, par principe, je pense qu'il faut relativiser. Déjà, oui. Vous avez Philippe Bernardi et vous avez déjà dit complexe, incertain. C'est vrai qu'on est dans une zone que l'on n'a pas connue depuis pas mal d'années. Alors cette zone, c'est quoi ? Ce sont des taux d'intérêt qui remontent. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, tant que ça remonte à des taux pas trop élevés, que la hausse se fait progressivement, qu'on a le temps de s'habituer. Bien sûr, ça sera peut-être défavorable pour quelques unités de compte, notamment basées sur des obligations qui vont perdre un petit peu de valeur, ce genre de choses. Mais globalement, on va y revenir, je pense, le fonds euro, tous ces sujets-là font que si c'est bien géré, si c'est bien expliqué, ça peut aussi être l'occasion d'avoir des opportunités de placement. Donc il ne faut pas le voir uniquement comme une mauvaise nouvelle à court terme, mais comme une possibilité de bien conseiller ses clients et de bien les accompagner dans des phases difficiles. Puisque, on a évoqué la retraite, si on se place sur une période assez longue,
on va en voir encore devant nous d'ici un horizon moyen. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est assez incertain. Les marchés actions ne sont pas très bons, variables suivant les marchés d'ailleurs, au passage, il faut faire attention. Le marché immobilier, on a quand même pas mal de doutes. Et donc les taux ont plutôt remonté avec des particularités. C'est qu'en Europe, on a des taux assez différents entre la France, l'Allemagne d'un côté, l'Italie de l'autre, la Grande-Bretagne. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder avec attention, mais les assureurs et les agents, je veux dire, sont des professionnels de la finance, donc savent regarder ça, et donc savent expliquer. Oui, parce que on peut parler de turbulence. Il y a forte turbulence, hein, quand on prend l'avion, ça arrive, hein, et fort heureusement, tous les avions dans les turbulences ne se crachent pas. On peut dire qu'on a subi une période un peu compliquée. Alors je sais pas si est-ce que c'est Philippe bien malin qui peut le dire évidemment, mais le voyage sera long. Le voyage sera long. Ah très bien, voilà, le voyage sera long. Oui, c'est joli comme. Le voyage sera long, mais c'est pas forcément. Si on prépare pour la retraite, vous l'avez bien indiqué, en individuel, en collectif, on a des horizons de placement qui sont assez lointains quand même. On va revenir sur les règles de base d'investissement, investir régulièrement, ne pas paniquer à des moments, et puis aussi être capable de diversifier son épargne avec un horizon de placement. Donc on est sur des horizons de placement, surtout pour les jeunes, c'est très important qu'ils commencent à s'en occuper. Ils sont là pour placer pendant 20, 30, 40 ans, et puis on l'espère pour eux, 20 ou 30 ans de capital sous forme de rente ou autre chose, mais il y a des horizons très longs. Donc il faut vraiment ne pas paniquer. De toute façon, comme le disait Philippe Bernardi, malgré cet environnement chahuté, les unités de compte progressent. Donc il y a une... en nombre plus qu'en valeur aujourd'hui. En nombre plus qu'en valeur. Oui, c'est sûr. Bien sûr, non mais depuis la création du PER en octobre 2019, on a quand même vécu, je vous le rappelle, un peu de Covid, un peu de confinement. Effectivement, comme le disait M. Gautron, un alignement improbable de marché et de conditions de marché qui cette année est exceptionnel. Enfin, je crois qu'on n'a jamais connu ça depuis jamais. Et malgré ça, la collecte en assurance vie progresse et le nombre de souscriptions au PER progresse. Il faut quand même s'en féliciter. C'est notamment dû, le PER, aux agents généraux, au réseau d'agents généraux. Vous pouvez pas forcément contredire, mais c'est vrai, et je pense que ça prouve aussi, et Philippe est là aussi pour le montrer, que si on est présent, et justement dans des marchés un peu compliqués, si on est présent et si on accompagne nos clients, si on fait notre métier tout simplement, on s'aperçoit que les clients nous le rendent bien, d'accord ? Et aujourd'hui, ils nous font confiance. Et effectivement, on panique beaucoup moins, et ça je pense qu'on pourra en discuter et en parler, parce qu'il y a une grosse psychologie dans tout ça. Je pense qu'une fois qu'on a vécu le confinement, il peut tout nous arriver maintenant. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans cette espèce, pas d'habitude, mais de résilience face à ces marchés, et on avance quand même. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est un phénomène qui est quand même tout à fait nouveau, qu'on ne connaissait pas forcément dans les années 2000, quand on a vécu la crise des subprimes et la précédente, celle des marchés techno, où là, effectivement, il y avait un affolement général et une panique incroyable. Là, on n'a pas eu ce phénomène, alors qu'on est quand même dans une situation financière, économique et internationale qui est quand même tout juste exceptionnelle. Donc, Et il est vrai qu'après la crise des technos et après la crise des subprimes, les assurés, les clients ont eu du mal, on l'a vu en plusieurs années, à revenir sur les unités de compte. Là, finalement, c'est ce que vous dites, Philippe Bernardi, c'est pas un phénomène qui se passe. Finalement, la collecte continue de progresser. Je vous vois un petit peu dodeliner de la tête, Philippe. Il ne faut quand même pas négliger le fait qu'il y ait beaucoup de clients inquiets. Donc le côté psychologique des choses est essentiel. On a d'une part des clients qui ont pris du recul par rapport à toutes ces crises et qui font le gros dos assez naturellement. Et puis on en a une frange très inquiète qui remet en cause les choix qui ont été faits et pour lesquels il faut passer beaucoup de temps à écouter, à faire preuve de pédagogie pour leur éviter de faire la grosse erreur d'arbitrage, de fausse sécurisation qui va entériner les pertes. Et ça, c'est un gros travail. Ça prend beaucoup de temps et il ne faut quand même pas négliger ce point.
Mais c'est aussi une opportunité, je dirais, de renforcer notre valeur ajoutée de conseil pour leur faire entendre que malgré toutes les crises qu'on a pu connaître, l'investissement en unité de compte se révèle toujours plus performant sur le long terme. Donc la dimension du temps est essentielle dans la pédagogie. Donc on ne voit pas de sortie, ce que vous disiez, Philippe. On ne peut pas dire qu'il y a de sortie d'unité de compte aujourd'hui, c'est le fonds en euros qui est en décollecte. Le fonds en euros est en légère décollecte, il n'y a pas de mouvement de fond, c'est le cas de le dire, de lame de fond, aujourd'hui, loin s'en faut. Enfin, il n'y a pas d'inquiétude qu'on pourrait discerner à travers tel mouvement de rachat ou de souscription. D'accord. Comment vous... Alors, j'ai un peu expliqué comment vous viviez les choses, donc il faut évidemment bien conseiller en amont. Il y a des inquiétudes, la peur évite pas le danger évidemment, mais il faut rassurer. Par contre, il y a quand même cette notion de durée, j'aimerais bien qu'on y revienne tout au long de cette émission, parce que quand on est sur des unités de compte, on ne peut pas enlever ça de la durée du placement. Évidemment, on ne place pas des actions sur un an, sur 2 ans, ni sur 4 ans. Enfin, voilà, on peut avoir des secousses de marché. Comment investir sans trop se tromper aujourd'hui? On a bien quelques idées, mais peut-être pour inciter vos collègues, vos confrères, agents généraux, qui peut-être hésitent à franchir le pas, en se disant, bon, il faut y aller, il y a une méthode, vous l'avez un peu évoqué, c'est l'investissement progressif, Norbert. Oui, puis je reviens sur les qualités. Et j'aurais tendance à dire pourquoi, bien expliquer pourquoi. Et puis je reviens sur toutes les qualités du PER, vous avez souligné, c'est bien pris en main par tout le monde et on est satisfait parce qu'au départ, plusieurs personnes nous disaient c'est complexe. Non, finalement, bien expliqué, on arrive à montrer la simplicité. Et un des points mis en avant aussi, c'est ce qu'on appelle des grilles de gestion. C'est-à-dire que les gens sont accompagnés dans ces périodes-là. On leur dit, vous passez une part en actif risqué, en actif non risqué. Ces grilles tiennent compte de tous ces éléments, le temps, l'horizon, etc. Donc déjà, dans un premier temps, on est accompagné pour des cas standards. Maintenant, si on va aller plus loin, et si on veut pousser un tout petit peu, et c'est là peut-être qu'il y a un rôle aussi pour les agents d'accompagnement, d'explication, on peut revenir, je pense, sur des fondamentaux. Encore une fois, un investissement réussi, en tous les cas par le passé, je pense, dans le futur, ce sont des investissements réguliers, à tout moment, quel que soit le niveau du marché. Et à chaque fois, dans des investissements, on tient compte de l'horizon de placement. Horizon de placement qui est assez lointain. Si on part à la retraite, on est, pas faire de pronostic sur l'âge de départ à la retraite, mais on est à un âge qui est avancé, entre 62 et plus. Et surtout aussi, on sait que on sort beaucoup en capital, effet psychologique très important pour que ça réussisse, mais aussi un challenge là aussi pour réussir à convertir ce capital en quelque chose d'utile pour la retraite par la suite. On y reviendra probablement. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en termes de placement, on peut aussi allonger la durée de placement. Donc on a du temps, et versement régulier plus temps et optimisation, on passe. Versement régulier, on joue en fonction des dates d'investissement, en fonction des dates d'investissement, on joue les différences de marché. Oui, le lissage, ce qu'on appelle le fameux lissage. Voilà, c'est ça, c'est le lissage, le fait qu'on va rentrer sur des points hauts ou des points bas et qu'on va éviter d'avoir une volatilité beaucoup plus forte. Donc en soi, c'est après notre rôle effectivement de conseil, c'est justement de dire voilà, il faut investir au moment où les marchés sont chahutés. C'est sûr qu'on n'investit pas au son du canon, comme disait Norbert, on n'investit pas au son du canon et on ne vend pas au moment où c'est le plus compliqué. Voilà, donc notre rôle, et Philippe le dit, c'est notre rôle d'accompagnement au quotidien. C'est vrai que nos clients sont inquiets, et c'est au moment où nos clients sont inquiets qu'il faut être présent. C'est au moment où il y a le Covid, c'est au moment où il y a la crise en Ukraine, et aujourd'hui, puisqu'il y a une crise quand même financière importante, que nous devons être présents. C'est vrai qu'on est énormément sollicité, et je pense qu'on peut justifier notre rémunération largement aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les clients nous sollicitent vraiment d'une manière importante. On en reparlera, mais aujourd'hui, les clients ont accès à l'information. Tous les soirs, ils peuvent consulter leur valeur liquidative. C'est intéressant, mais c'est aussi compliqué, puisque chaque jour, chaque matin, on peut avoir les clients qui se réveillent avec un petit peu de panique. Et c'est à nous de les rassurer et vraiment de les accompagner. Là, le temps commence à être long, puisque ça va faire 3 ans qu'on les rassure. Alors on a à chaque fois une belle histoire à leur raconter, certes, mais c'est vrai que ce phénomène est quand même
s'accélère. Donc voilà, ça demande de plus en plus de temps et d'énergie pour pouvoir le faire. Je voudrais rajouter qu'au-delà de l'investissement progressif, il y a eu un gros travail fait par, je pense, la plupart des intervenants du marché, des compagnies, autour des formules de gestion. Et en particulier des gestions pilotées qui permettent de donner la main aux gestionnaires et de faire les arbitrages qui conviennent dans les périodes troublées. Alors c'est plus ou moins efficace, mais ça assure quand même une certaine diversification que le client n'aurait probablement pas si on lui demandait de choisir les unités de compte qui lui conviennent. La plupart sont absolument incapables, agents généraux compris, de faire ce type de choix. Donc la gestion d'actifs, c'est un métier. On la délègue par un mandat de gestion à des gens qui savent le faire et qui vont assurer un bon équilibre pour passer la tempête. Je pense que c'est un point qui est important aussi. Oui. Non, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe et ce qu'a dit tout à l'heure Benjamin, c'est des points effectivement essentiels et qui illustrent aussi la force que représente l'assurance vie dans l'esprit de nos concitoyens en termes de formules qui rassurent, qui sécurisent. Et je vais donner un chiffre, puisque vous parliez de chiffres tout à l'heure. Vous savez que le PER, c'est son originalité, peut être à la fois souscrit dans le cadre d'un contrat d'assurance ou bien dans le cadre direct de compte titres et de gestion d'actifs. Donc maintenant, le marché est très large et ce qui illustre parfaitement, je trouve, le côté extrêmement légitime dans l'esprit de nos concitoyens de la gestion financière long terme des assureurs bien adaptés à leurs attentes, le côté aussi sécurité, retraite, c'est que le PER est aujourd'hui à 90% souscrit, près de 90%, ça va être 87 si on veut être très précis, dans le cadre d'un contrat d'assurance. Donc ce qui montre la force de l'assurance dans l'esprit de nos concitoyens en termes de sécurité, de légitimité par rapport à toute une série de projets, notamment en termes de gestion financière sur le moyen long terme. Et Philippe Gessé disait donc utilisation des mandats d'arbitrage en fait, des formules de gestion pilotées, pilotées, les fonds à horizon, multi-support et multi-gestionnaire. Multi-support et multi-gestionnaire, bien sûr. Rassure les clients de se dire qu'ils ne signent pas uniquement avec une compagnie dont l'agent prêche forcément la bonne parole, c'est les meilleurs fonds du marché, bien sûr. Mais bon, en élargissant le spectre, c'est aussi rassurant pour le client en termes de diversification. Donc il faut y aller et utiliser les fonds, utiliser quand même ces fonds pilotes, enfin ces fonds à horizon, on va les appeler comme ça, ces fonds à horizon qui sont finalement quand on a un peu, tout le monde n'a pas la même formation, on peut en parler aussi, n'appréhende pas forcément de la même façon les marchés financiers, ça peut effectivement faire peur. Enfin l'idée c'est pas de s'en priver parce qu'on en a peur justement, parce que c'est important pour les agents d'être sur ce marché, je pense qu'il faut y revenir et il y a quand même des choses simples aujourd'hui pour rentrer sur les marchés et je pense à ces fonds à horizon dans le PER ou hors PER parce qu'ils existent aussi dans l'assurance vie, mais parlons du plan d'épargne retraite, c'est quand même quelque chose qu'on peut utiliser en plus avec de l'investissement progressif. Je pense que c'est tout Benjamin l'a bien évoqué, c'est tout le niveau du conseil qui peut être apporté par l'agent. C'est de montrer tout ce qui est à disposition et de guider en fait vers les solutions a priori les plus adaptées, en recourant aux professionnels de la gestion d'actifs ou à du sur-mesure dans certains cas. Certaines personnes voudront du sur-mesure. Voilà, avec un point qu'a évoqué Benjamin aussi qui me semble très important, attention à ne pas succomber ensuite au temps court de la société qui va très vite avec un horizon à très long terme. Donc l'information, on y reviendra, je pense. Attention dès le départ aussi à ne pas être dans une frénésie de suivi, de vouloir tout faire. L'agent doit orienter en effet sur les solutions et aussi sur l'accompagnement tout au long. Oui. Oui, tu l'évoquais, il y a un sujet formation. Oui. C'est vrai que si on veut parler à nos collègues agents, puisque c'est l'objectif aussi, ici, beaucoup de confrères nous disent c'est compliqué, voilà, il faut beaucoup de connaissances, voilà. Je pense que on en reparlera après. Oui, mais la formation est un sujet important et le PER et notamment la manière dont le gouvernement a monté aussi ce produit-là, c'est aussi fait pour démocratiser l'offre. Et je pense que la gestion pilotée, alors on en est fan ou pas, hein, les avis peuvent être différents et je pourrais aussi en débattre, mais au moins ça permet à un certain nombre de collègues
de pouvoir appréhender le produit d'une manière un peu plus simple, efficace, puisque c'est quand même assez efficace. Hein. On a quand même aujourd'hui des outils de profilage de risque assez fins, voire même très très fins en fonction des compagnies, avec une imagination débordante hein, sur le profilage. Et ça c'est important de commencer. Hein. Je pense que moi j'ai pour habitude de dire c'est le PER ou l'assurance vie ou l'épargne, c'est comme le vélo. Hein. Il faut commencer peut-être avec 3 roues. Et vous êtes bon en vélo. Et progressivement enlever les petites roues qui sont derrière et se laisser aller. Ça c'est quand même c'est extrêmement important puisque il faut pratiquer de plus en plus hein, et l'assurance vie, l'assurance de personnes, voilà, c'est quelque chose qui effectivement qui s'appréhende au fil des mois, des années et qui doit pas faire peur à nos collègues. Je pense que aujourd'hui avec les outils, avec les produits qui sont à disposition, il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Je suis d'accord, on ne parle bien que de ce qu'on connaît bien. Le côté formation est essentiel. Il y a quand même beaucoup de formations qui sont proposées par les compagnies pour monter son niveau de valeur ajoutée auprès du client. Il faut absolument que les agents s'en saisissent. On ne s'improvise pas prestataire de services sur un marché sans en connaître les règles ni le fonctionnement. Alors, je voulais en parler plus tard, on en parle maintenant, puisqu'on parle de formation, on reviendra sur... donc ça fait partie évidemment des programmes de 15 heures aussi. Bien sûr. Est-ce que c'est pas le moment dans cette émission de pousser vos confrères à dire allez-y. Oui, Jean-Charles, ce sont les 15 heures, mais c'est aussi, et là je me retourne vers FA, c'est aussi le rôle des compagnies de certains réseaux aussi d'orienter vers ce marché-là, puisque dans les réseaux d'agents généraux, on a quand même une tendance qui n'est pas forcément à l'assurance de personnes et notamment à l'assurance vie et épargne. Donc c'est quand même un phénomène qui est général. Alors on ne va pas du jour au lendemain, j'entends bien, mais c'est vrai que voilà, je pense qu'on n'a pas parlé de notre part de marché en assurance vie. Alors justement, eh bien, voilà, tendez la perche, alors allons-y. qui n'est pas lourde. Hein, on a du travail. Voilà. Et notre objectif hein, chez AGA, c'est de doubler cette part de marché, de la doubler, puisqu'aujourd'hui on doit être entre 7 et 8%, il semblerait. Sans enlever les plus gros faiseurs. Sans enlever effectivement sa prévoyance du patrimoine, où vous ne faites quasiment que ça. Donc, part de marché, non, mais ce qui veut dire que si on enlève les... L'objectif, c'est de doubler cette part de marché, parce que je pense qu'on a j'en suis certain, et on en est certain, sinon on ne serait pas là aujourd'hui, on a aujourd'hui un boulevard qui s'offre à nous, on a les clients, d'accord, on a les clients, et on a les produits. Voilà, le marché montre que l'assurance vie est très très porteur depuis 3 ans, malgré le contexte. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur d'y aller et hésiter à se jeter dedans. Et là-dessus, FA a aussi son rôle dans sa discussion avec les réseaux de distribution. Monsieur Bernardi, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense que... Nous, effectivement, forcément, tout ce qui concourt à développer l'assurance, on y est nécessairement favorable, donc bien sûr. Est-ce que vous parliez des outils aujourd'hui mis à disposition par les compagnies? On a des outils simples qui permettent de construire un portefeuille dans un contrat d'assurance vie, dans un PER, je ne sais pas, c'est que ça existe sur le marché. Ça c'est un gros plus. On a parlé beaucoup du produit, ça ne doit pas acter du PER, mais les outils et les services mis à disposition ont explosé et sont plutôt simples. Et je trouve, pour pousser ce que dit Benjamin, je trouve qu'il faut y rentrer, il faut y aller, c'est pas si compliqué. Il y a évidemment des choses à voir, mais il faut y aller. Et les outils et les services sont un bon moyen de rentrer. Et expliquer à quelqu'un globalement quel sera son montant de retraite, il y a des outils pour le faire. Des outils qui sont à la fois simples, mais je trouve que c'est un peu plus simple s'il y a quelqu'un qui accompagne la personne pour utiliser l'outil, pour mettre quelques informations, parce que les gens peuvent être vite perdus. Donc des outils digitaux, mais avec des gens qui proches peuvent expliquer et prendre par la main. Donc il y a beaucoup d'outils, beaucoup de services qui sont mis à disposition. Donc je pense qu'en effet, l'outil est quelque chose de très utile pour les prochains mois, et l'agent général aura intérêt à s'en servir plus généralement pour essayer de s'approprier ces outils simples et retranscrire les besoins ou faire parler son client pour trouver la bonne solution. Et ça, c'est un avis peut-être personnel, je ne sais pas s'il est partagé, mais je pense que c'est une bonne façon d'entrer. Alors, juste pour convaincre les agents généraux d'y aller, à un moment donné, il faut y aller. Vous, Benjamin, et vous, Philippe, pourquoi vous êtes allé sur
sur l'épargne et l'assurance vie. Est-ce que c'est dites-nous un peu votre story là. Qu'est-ce qui l'origine de mon choix. Il y a quelque chose qui a pesé très lourd dans la balance, c'est le côté conseil. Et le fait que je pense, et je suis absolument convaincu, que ma valeur ajoutée est liée à ce conseil. Donc je m'inscris dans une démarche qui n'est pas celle de la vente de produits, mais celle de solutions qui accompagnent une analyse pointue des besoins de mes clients. Et c'est ça qui m'a séduit dans ce métier. C'est pas de vendre du PER ou de l'assurance vie, voilà, mais c'est d'accompagner mon client dans le temps en lui apportant par une valeur ajoutée liée à la formation que j'ai reçue, même si j'avais une formation économique, formation que j'ai reçue au sein de ma compagnie et que j'entretiens par les 15 heures et même au-delà des 15 heures. Pour avoir une vraie valeur ajoutée qui me différencie forcément des autres acteurs du marché. C'est là-dessus que je compte. Essayer de me sortir de cette concurrence infernale qui se traduit toujours de la même manière, baisse des frais, etc. etc. Voilà. Donc le sujet numéro 1 pour moi, c'est le conseil. Et c'est ça qui m'a séduit dans ce métier. Et Benjamin ? Parce que vous êtes sur un réseau qui est très orienté sur l'assurance de personnes. Notre exemple, nous, on était un réseau très orienté assurance santé, santé et prévoyance. Et c'est vrai qu'on a vraiment démarré dans les années 2000, 2000-2003, donc c'est assez récent finalement. Et voilà, ce que disait Philippe, c'est vrai, c'est le conseil, c'est la proximité. L'assurance vie, on parle de patrimoine, de finances, on accompagne nos clients, et c'est vrai que la chance que l'on a, nous, en tant qu'agents généraux, c'est qu'on peut les accompagner pendant pas mal d'années. Donc c'est assez intéressant, voilà, ça va faire une petite vingtaine d'années qu'on peut les accompagner, et puis ça peut durer encore plus. Voilà, on a... Le marché change, les clients changent, mais nous, on reste là, on les accompagne. Ils ont des phases de vie qui changent, des mariages, des naissances, des décès, des créations d'entreprises, des dissolutions d'entreprises, et on est toujours là pour leur proposer la bonne solution, que ce soit en assurance vie, en contrat de capi, en retraite, en épargne, en compte titre, en fonction des réseaux. Et ça, c'est vrai que voilà. On n'en s'ennuie pas avec la vie. Je dis pas qu'avec les autres produits on s'ennuierait, mais c'est vrai que ça reste toujours quelque chose d'assez intéressant et vivant. C'est extrêmement lié à l'actualité, l'environnement économique, l'environnement fiscal, puisqu'on n'en parle pas beaucoup, mais l'environnement fiscal en France nous permet, grâce à notre gouvernement, d'avoir chaque année un petit peu de nouveautés, alors le moins possible, notamment en assurance vie ou en retraite, mais voilà, donc à chaque changement on est là, on est présent. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on crée ce lien et ce partenariat avec nos clients. Je pense que si le PER ou l'assurance vie fonctionne aussi bien dans nos réseaux, que ce soit chez Philippe ou moi-même, souvent on s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien, pourquoi est-ce qu'on fait une collecte aussi importante alors que l'environnement n'est pas bon. Tout simplement parce qu'on est là. Tout simplement parce qu'on est là, et sans vouloir critiquer d'autres réseaux type bancaire, je pense que cette longévité et cette pertinence dans le temps fait qu'on on a le fruit de notre présence et de notre conseil. De toute façon, il faut bien répéter aux agents généraux que ce qui ne se fait pas chez eux en assurance vie se fait ailleurs. Et oui. Voilà. Donc il y a d'autres réseaux qui peuvent en profiter. Après, c'est la concurrence. Mais est-ce que, parlons encore intérêt, rentrons un peu dans le détail, est-ce qu'une agence qui fait de l'assurance vie, de l'épargne vie longue, est une agence qui a une meilleure valorisation, se valorise mieux pour l'assurance? Il faut dire des choses, si on peut le dire, si évidemment... Vous l'avez compris. Est-ce qu'on peut dire qu'une agence équilibrée, c'est une agence qui a une meilleure valorisation? Moi, j'aurais du mal à répondre à cette question. Oui, alors Philippe Chessé, vous ne faites que ça. Et ça fait 27 ans que je suis là, donc je suis très heureux de mon modèle. Il fonctionne très bien. Et ma valorisation est tout à fait convenable. Vous êtes content de votre valorisation. Voilà. Okay, on a compris. Après, peut-être qu'il y a d'autres atouts. Non, je pense que le passé nous a montré qu'il était important d'avoir un bon équilibre sur les trois métiers, pour ceux qui peuvent l'exercer, vie, santé, dommage. Je
Je pense qu'il faut pouvoir avoir ces 3 piliers pour justement avoir une agence forte et des clients forts. Parce que plus les clients sont équipés, c'est pas à vous que je vais l'expliquer, mieux on sera fort. Et mieux la structure du portefeuille sera intéressante. D'accord. C'est sûr que, pour répondre à votre question, l'assurance vie va nous permettre d'asseoir encore plus cet équilibre, puisqu'on est sur un temps, avec le PER et l'assurance vie, sur un temps long, voire très long. Donc effectivement, on a quelque chose d'assez solide. Donc oui, il faut... Pensons aux jeunes agents, enfin aux jeunes, en tout cas aux jeunes créations d'entreprises. Leur dire aujourd'hui, ne passez pas à côté dès le départ. Il ne faudrait pas résumer la vie à l'épargne et à la retraite. C'est sûr, en plus. Il y a parce la prévoyance, on est d'accord, la santé, la prévoyance. Collective, l'épargne salariale. Je peux vous assurer que quand vous habillez un client, qu'il soit un professionnel libéral ou un chef d'entreprise, de tous ces produits-là, vous le, entre guillemets, tenez, en étant multi-produit. Vous l'accompagnez dans sa vie de chef d'entreprise ou de professionnel libéral pendant des années et des années. Ça laisse la porte ouverte à des quantités de solutions. Déjà faire tout ça, c'est super. Alors, passons des sujets anticipés maintenant, parce que le temps passe. Premier sujet, alors je ne sais pas si c'est à anticiper ou si c'est à revenir dessus, le fonds en euros. On a tout dit sur le fonds en euros, on a dit beaucoup de choses, il est mort, c'est fini. Philippe Bernardi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce fonds en euros, avec la hausse des taux d'intérêt, qu'est-ce qu'on peut en dire? Faut-il encore en faire? Si oui, comment? Allez, je jette comme ça la question. Une vaste question, et effectivement, c'est un sujet d'actualité important. On se lamentait depuis quelques années de la baisse inéluctable des taux qui causait un problème pour le fonds euro, donc on ne peut pas aujourd'hui on se lamente tout le temps. se lamenter que les taux qui remontent, c'est une mauvaise chose. Donc plus sérieusement, le fonds euro est quelque chose qui évidemment a toute sa place dans l'offre de l'assurance vie, c'est le paquebot de sécurité de l'assurance vie. Il est clair que la hausse des taux donne un petit peu d'air par rapport à ce côté implacable de la baisse des taux qui finissait par un jour devenir problématique. Voilà, donc ça c'est important de le dire. Dire aussi qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir particulièrement ni de près ni de loin sur le fonds euro. On en a parlé tout à l'heure quand on parlait de décollecte, il n'y a pas d'inquiétude. Alors pour autant, faut-il imaginer, France Assureur n'est pas dans la politique de chacune des entreprises d'assurance, que les taux de rendement des fonds euros vont s'envoler dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je pense qu'il faut aussi être clair que ça paraît peu probable et peut-être peu souhaitable. Voilà, donc on a un fonds euro qui continue à être solide, qui a toute sa place dans une offre dans laquelle, évidemment, les UC se doivent de prospérer, parce que, peut-être Norbert en dira plus tout à l'heure, et puis il y a aussi d'autres fonds, comme le fonds euro croissance, qui peuvent aussi trouver une place. Voilà, donc l'assurance vie, par la richesse de ce qu'elle propose, beaucoup de supports qui peuvent tout à fait rencontrer les objectifs d'un client, et puis le fonds euro, encore une fois, fait partie de ce dispositif général sans qu'il y ait ni inquiétude, ni effet d'aubaine particulier à attendre. Benjamin Prou, fonds euro. Joker, oui, d'accord. Bon. Joker, je suis pas dans la politique des compagnies d'assurance, mais nous sommes le dernier maillon de la chaîne, vous savez. Donc voilà, on utilise ce qu'on nous donne. Non, mais plus sérieusement, oui, le fonds euro reste, comme le disait le paquebot de rassurance pour le client. Alors, est-ce que c'est un bon conseil ou est-ce que c'est un mauvais conseil pour nos clients ? Bon, vu la moyenne des taux de cette année et vu l'inflation, j'ai quand même un petit peu de mal à conseiller. Donc vous préférez unité de compte ? Je ne sais pas que je préfère. Non, mais moi, chaque client a son profil, chaque client a son objectif et chaque client a son horizon. Donc, en fonction de l'horizon et l'objectif du client, on va prévoir une allocation qui sera adéquate.
c'est important qu'il y ait du fonds en euros. Effectivement, ce que disait M. Bernardi, on se plaignait de la baisse des taux, et là aujourd'hui on est en train de se plaindre de la hausse subliminale de ces taux. Voilà, bon, je pense qu'on se plaint plutôt de l'accélération exceptionnelle depuis ces 6 derniers mois. Voilà, bon, a priori c'est en train de se tasser, sans avoir de boule de cristal. Peut-être que Norbert pourra nous le dire, mais c'est vrai. Je pense qu'il faut une certaine stabilité, et les assureurs aiment bien la stabilité, quelque chose de plus simple. Voilà, il faut qu'on ait un fonds en euros pour ce que j'appelle la vitrine, et derrière peut-être quelque chose. Norbert, sur la hausse des taux, c'est bon pour le fonds en euros? Alors, tant que la hausse des taux reste contenue, sachant qu'on est quand même là aussi sur des horizons longs, on n'est pas en train de faire du trading. Pour moi, contenu, c'est 2-3% de hausse sur une période assez longue, c'est contenu en assurance. Donc là, on est dans des phases plutôt avec des hausses de taux contenues. Les fondamentaux de la hausse, on les connaît. Est-ce qu'ils sont durables ou pas? Ça, c'est ça, l'incertitude est là. Mais à des niveaux de 2-3% pour des rendements obligataires français sans risque de l'État, plus proche de 3 actuellement, ça me va dans la mesure où il y a beaucoup d'explications auprès des épargnants. Il ne faut pas susciter de crainte inutile, donc il faut que les choses restent contenues. Donc voilà. Un point, on a parlé beaucoup de formation tout à l'heure, des agents et autres. Il faut voir aussi qu'il faut former l'épargnant aussi. Donc si le fonds euro constitue la porte d'entrée pour avoir un client et ensuite l'amener à plus de rationalité, on va dire, je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller. Enfin, vous partagez. Mais voilà, donc c'est un sujet important à mon avis, comme aussi produit phare. On a parlé d'effets psychologiques tout à l'heure. Les gens aiment bien la sécurité qu'a évoqué Philippe. Donc je trouve que le fonds euro reprend du poil de la bête. Et ce fameux fonds croissance, on parlait Philippe Bernardi. En quelques mots, alors on l'appelait Eurocroissance, on l'appelle Fonds Croissance, il change de nom parce qu'on veut montrer qu'il simplifier, disons-le, simplifier quand même aujourd'hui par rapport à ce qu'il était. Je m'excuse d'avance, je suis un supporter de ce fonds, parce que pour 2 raisons, c'est que c'est un produit intermédiaire. Pour faire simple, on délègue la gestion financière complètement à l'entreprise et on nous fait une garantie au terme. Voilà, et la garantie au terme peut être meilleure maintenant quand les taux montent. Donc on a une garantie au terme, donc en termes d'explication, ça va. Donc on est entre le fonds euro qui a une garantie à la fois au terme et tout au long de la vie et qui bloque un peu l'investissement dans des actifs illiquides par exemple ou du private equity, enfin tous ces aspects-là qui donnent de la performance sur la durée. Donc là, on n'est pas non plus dans l'unité de compte trop volatile. On est sur un produit qui nous enferme un petit peu, mais pour notre bien, pour un placement plus attractif, on pousse un peu plus sur le placement. Voilà. Donc on est accompagné. Donc je pense qu'il y a quelques réseaux qui s'en sont bien emparés. Je pense qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire. Il y a une première version qui avait été avant la loi Pacte, qui n'aidait pas à expliquer le mécanisme et qui a fait du tort à la deuxième version, beaucoup plus simple. Voilà. En résumé, c'est un bon produit qu'il faut regarder et qui se place bien entre le fonds euro et les unités de compte. Philippe Chissé. Juste pour compléter le propos, parce qu'il y a peut-être quelques agents qui n'intègrent pas complètement cette technicité qui est la tienne. Si j'ai bien compris, le fonds Eurocroissance, c'est un fonds euro dans lequel la proportion d'actions est un peu plus importante, peu importe la nature de ces actions, mais un peu plus importante que dans un fonds euro, et avec une garantie de l'État offerte au bout de 10 ans. C'est pour moi une très belle alternative au fonds euro. On s'en est largement emparé dans notre réseau au niveau de la retraite, puisque c'est particulièrement adapté pour cet horizon. C'est un vrai produit pour la retraite. Et on le fait également aussi dans l'assurance vie. On a vu ces dernières années beaucoup de compagnies ou de banques fermer leurs fonds euros en ouvrant d'autres pour éviter de mélanger les obligations et les rendements et déprécier la valeur de leurs fonds. Pourquoi ne pas se saisir du fonds Eurocroissance à côté, en opportunité de sécurité pour les clients, à côté des investissements en unité de compte? Ça me semble être une excellente alternative. D'autres sujets à anticiper, très importants, et on va en parler, je pense, tout au long de cette année 2023, le développement durable. Philippe Bernardi, c'est un moyen aussi, l'assurance vie, de répondre à l'attente des épargnants, des clients. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis vous également. Peut-être un petit aspect de contexte, parce que c'est toujours intéressant de faire de l'historique sur ce sujet. Bon, évidemment, le développement durable a toujours concerné tous nos concitoyens. On ne peut pas être
indifférent à ce sujet. Simplement, il y a quelques années, il y avait des tentatives pour rendre obligatoire dans les fonds d'assurance vie d'avoir une petite partie de développement durable. Et par nature, on est hostile à tout ce qui ressemble de près ou de loin à des obligations. On préfère des incitations, on préfère des choses qui éclairent le sujet. Et puis à l'époque, on avait dit, et d'ailleurs Bercy était sur la même longueur d'onde que nous, on avait dit, la cause est belle, il n'y a pas à en douter, simplement, il faut que ça corresponde aussi aux attentes des clients en termes de performance financière. Et moi, je donnais souvent cet exemple, pardon, parce que c'est assez basique, qui consistait à dire, les gens mangent et achètent du bio parce que c'est bon pour la nature, mais aussi ils pensent que c'est bon pour eux. Et donc pour les placements financiers, c'est la même chose. Il faut aussi que ce soit bon pour la nature, pour tous les sujets que l'on poursuit avec le développement durable, mais il faut aussi que ça soit quelque chose qui soit bon pour l'épargnant. Et depuis, les choses ont explosé, c'est-à-dire que ce type de formule sur le développement durable, le vert, le responsable, ont pris vraiment une connotation très forte, et aujourd'hui, ça devient quelque chose qui prend une part entière dans l'offre d'assurance vie. On s'en réjouit, et c'est vrai que nous on continue à militer pour qu'il n'y ait pas de forme d'obligation sur ces sujets. D'ailleurs c'est plutôt ce sur quoi on est, mais plus au niveau du conseil, faire en sorte que le conseil intègre cette dimension, et c'est ce sur quoi sont aujourd'hui les pouvoirs publics. Alors je ne sais pas comment c'est vécu par les agents généraux, les conseillers, pour ceux qui sont sur le contact direct avec les épargnants, mais en tout cas, ça nous paraît être une piste aujourd'hui qui devient incontournable et importante. Benjamin Proulx, Yves Chessé, il y a des demandes, c'est un sujet. Je pense que le réchauffement climatique n'est pas au cœur de toutes les discussions, mais pas loin, donc flécher les investissements et les capitaux vers ces sujets-là, ça me paraît plutôt sain. Il y a une attente, il y a une demande, et puis je dirais que les compagnies sont quand même très proactives aussi là-dessus, puisque aujourd'hui, toutes les gestions qu'on offre sont ESG. Voilà. Alors, donc ma question, après, on peut discuter du niveau de ESG et de... Non, mais ça c'est la chose. Mais voilà, ma question, c'est en fait, l'assurance vie, l'épargne retraite, c'est un moyen de parler aussi de transition énergétique. Tout à fait. Oui. Avec 2000 milliards d'encours, je parle sous contrôle, tout petit mouvement aura un effet significatif. Donc on a quand même un outil extraordinaire pour aider à surmonter les crises. Deux autres questions, puisque cette émission va bientôt se terminer. L'Europe fait toujours des avancées, des évolutions. Philippe Bernardi, on parle de refonte de la directive assurance, on parle de refonte de la directive sur les marchés financiers. Est-ce qu'on entend parler de transparence des rémunérations? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de tout ça ou pas, parce qu'on en parle depuis tellement longtemps? C'est vrai, alors ces sujets, en tout cas la directive de distribution assurance et MIF sont effectivement au cœur du sujet. Il y a plein de sujets dans ces sujets, mais il y a aussi bien sûr le sujet de rémunération. Comme vous le dites très bien, ça revient régulièrement. Alors faut-il s'en inquiéter ? Je ne sais pas, je ne crois pas, mais en tout cas, il faut qu'on soit mobilisé sur ce sujet, parce que, notamment, le marché français est un marché en Europe assez unique, avec des modes de distribution très variés, qui ont chacun leur force et qui ne se retrouvent pas dans d'autres pays. Donc il faut qu'on fasse valoir la spécificité de la France, qui n'est pas simplement une spécificité, j'allais dire, un peu chauvine, mais c'est aussi une spécificité en termes de réussite du développement de l'assurance vie sur un territoire, le territoire français. Voilà, donc faut qu'on soit attentif à toutes les fausses bonnes idées qui pourraient apparaître à ce niveau-là, et qui font que voilà, on doit rester, et nous sommes mobilisés sur ce sujet. Une dernière petite question, alors là, très pratique. Ah non, Benjamin, sur ces sujets-là. Je voudrais juste rajouter quelque chose qui me semble essentiel, c'est qu'on parle tout le temps de frais, et bien sûr, on souhaite les contenir. Oui. Mais les frais qui se traduisent par des commissions, les commissions, c'est un chiffre d'affaires. C'est pas une rémunération. Bien sûr. Ensuite, on a toutes nos charges à appliquer sur ce chiffre d'affaires avant d'en percevoir un fruit.
Ça, il faut bien l'expliquer aux clients, surtout. C'est un point de vigilance. Non, je pense que c'est important de ce sujet de transparence, parce qu'effectivement, on s'est engagé à être de plus en plus transparent, et si on parle des nouvelles générations, ou du moins des générations, et de l'accès à l'information, puisqu'aujourd'hui nos clients ont accès à l'information bien souvent avant nous, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, oui, il faut être transparent, et je pense que les assureurs aujourd'hui sont de plus en plus transparents, ou du moins ils essayent, parce que c'est quand même... à leur décharge, je vais les défendre de grosses machines qu'il faut quand même faire fonctionner. Nos clients, effectivement, demandent cet accès à l'information, demandent cette transparence. À nous de l'être, nous le sommes, et chez AGA et les agents généraux, on l'est de plus en plus. C'est qu'aujourd'hui, on défend aussi notre rémunération, puisque je pense qu'on en a parlé là, pendant tout ce plateau. On a un vrai rôle à jouer, et c'est vrai que la plateforme téléphonique, le hotline, le online, il faut le savoir, depuis ces 20 dernières années, ne fonctionne pas en France, notamment en épargne. Pourquoi il ne fonctionne pas? Parce que effectivement, les Français et nos clients ont besoin de quelqu'un derrière le téléphone, et d'avoir accès à une personne physique. Donc ça, les agents généraux, et là on va le défendre, je peux vous assurer, avec Philippe bec et ongle, on va défendre cette rémunération qui nous est octroyée par les compagnies d'assurance, à juste titre, d'accord, parce que c'est aussi un produit qui s'explique sur un temps très long. On en a parlé, sur un temps très long. Donc ça, c'est important, et c'est vrai que auprès de l'Europe, on est là pour défendre ce modèle qui est quand même un modèle en France qui est très atypique, cette histoire de mandat, d'exclusivité, d'indépendance, qui fait qu'on est quand même sur un schéma qui est quand même assez unique en Europe, il me semble. Donc voilà, et je pense qu'avec FA, on a un intérêt commun à être le plus transparent possible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est naturel, vous allez sur Google, peu importe, les clients vous appellent en vous disant voilà, vous faites tant de frais, vous faites tant de... et ainsi de suite. On va défendre nos commissions, on va défendre nos frais d'entrée, parce que je pense que le frais zéro n'a qu'un temps. Et ça, il faut se le dire. Il faut savoir expliquer sa commission. Quand vous allez acheter n'importe quelle voiture chez un concessionnaire, vous n'allez pas demander au concessionnaire sa marge, ou du moins le prix du pneu, le prix de la tôle, le prix de ainsi de suite. Et je pense que c'est la même chose avec l'assurance vie, même si c'est pas un produit fini. Parce que à la différence, on achète un produit qui commence, à la différence d'une automobile, voilà. Mais c'est à nous de montrer notre valeur ajoutée, et là-dessus, je pense que c'est extrêmement important au niveau de l'Europe d'expliquer cette chose-là, et je crois que on l'explique assez bien. Benjamin a absolument raison. Enfin, je vais juste rajouter quelque chose, c'est que ce qu'on fait valoir, et je crois que c'est aussi une spécificité du marché français, c'est qu'il y a deux choses essentielles qui concourent à ce que l'offre d'assurance vie soit la meilleure possible. Il y a la transparence des frais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis la loi Pacte, l'ensemble des frais pris sur un contrat d'assurance vie sont transparents et publics, on sait tout. Et puis la concurrence. Et donc la concurrence, on est dans un des marchés les plus concurrentiels qui existent en France. En ce qui concerne le PER, je l'ai dit tout à l'heure, ça a en plus été étendu au monde de la gestion d'actifs. Donc concurrence et transparence, c'est les deux piliers pour que l'offre soit performante. Parce que les clients, si jamais l'un ne rencontre pas l'autre, ils zappent ou ils vont ailleurs. Et puis les journaux font les comparaisons, etc. etc. Voilà, donc je pense qu'on a beaucoup d'ingrédients pour défendre notre modèle. Et on n'a pas peur, évidemment, de toute... idée qui challenge ce sujet. C'est pour ça qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure, rester mobilisé, mais sans inquiétude majeure. Norbert qui acquiesce, effectivement. Oui, tout à fait. Puis, l'explication de Philippe tout à l'heure était intéressante. Enfin, le conseil a un prix. Donc, il faut qu'on s'y habitue. Le conseil de qualité, j'ai écouté avec beaucoup de plaisir, parce que c'est comme ça qu'on vendra, c'est comme ça qu'on accompagnera les gens à tous les moments de leur vie. Ça a été rappelé, c'est obligatoire. Le temps passé a un prix. Donc, il faut faire valoir, je pense, cette qualité de service. Alors, dernier petit conseil.
très rapide. Je prends donc information, parce que des conseils évidemment personnalisés. D'ici la fin de l'année, on peut sortir du contrat d'assurance vie de plus de 8 ans pour investir sur un PER. Donc peut-être le rappeler à nos agents qui nous écoutent. C'est une possibilité, des contrats d'assurance vie de plus de 8 ans peuvent bénéficier d'une fiscalité allégée. Philippe Bernardi, je me trompe pas, hein, je ne veux pas faire donc avec un doublement de l'abattement au-delà de 8 ans, à condition d'être réinvesti dans un PER et de bénéficier, si tel est le choix du client bien entendu, de la déduction fiscale. Bien sûr. Est-ce que c'est toujours bon de le rappeler? Oui, hein, parce c'est que toujours un effet de levier important. Un effet de levier pour transformer en épargne longue et peut-être prendre pied justement avec tout ce que vous avez dit aujourd'hui, investissement progressif, utilisation des fonds à formule, des fonds à horizon, pourquoi pas des fonds croissance pour ceux qui en ont, et ceux qui en auront peut-être demain. Oui, et dans cette logique, beaucoup de transferts ont été effectués. Il faut pousser au transfert pour aller vers des solutions plus modernes avec des outils, des services et de l'accompagnement. Donc toute aide, toute incitation à basculer vers des offres plus modernes doit être regardée de près. Oui, effectivement, ce que dit Norbert, il a raison, c'est qu'on a quand même énormément de contrats qui sont en déshérence. Le PE et le PER, justement, avec la loi Pacte, nous permet de rapatrier. On parle d'article 83 en déshérence. Hein, on a quand même aujourd'hui beaucoup de choses. Les trois tiroirs du PER sont quand même extrêmement intéressants, et c'est cette simplicité qui est quand même facile à expliquer à nos clients, qui nous permet aujourd'hui de travailler comme ça sur le long terme. Effectivement, un tout petit peu de formation, et franchement, ça vaut vraiment le coup, parce qu'effectivement, on peut rapatrier. Alors, il y a les petites astuces que je disais tout à l'heure, sous condition, hein, je précise, pour tout le retrait. Il y a quelques conditions pour pouvoir bénéficier donc, du PER. Mais rapatrier, oui, dans les compartiments, les anciens contrats qui sont, comme vous le disiez, en déshérence. Donc là, c'est un vrai travail de conseil. Messieurs, je vous remercie. Philippe Bernardi, merci de votre visite sur ce plateau. Benjamin Pro, Philippe Chessé également. Merci de tous vos commentaires. Norbert Gautron, merci de toutes vos explications. Et puis, chers agents, à très bientôt pour un autre AGA TV. Au revoir.